Jacques Livage, de la section chimie, va nous parler de la chimie, comprendre et créer. Comme vient de le dire notre président, le but de la chimie, c'est d'étudier la matière. Et pour étudier la matière, il y a deux choses. D'une part, il faut comprendre, c'est-à-dire comment est-elle faite, d'écrire la matière. Et le deuxième, une fois qu'on a compris, c'est de transformer la matière, c'est-à-dire de créer. Vous voyez, c'est presque la même devise que les mathématiciens. Comprendre et prévoir, nous, c'est plus modeste, c'est comprendre et créer. Et en fait, la chimie a accompagné l'homme depuis le début de l'humanité. C'est une peinture pariétale, et déjà, donc, il y a quelques 36 000 ans, dans la grotte de Chauvet, l'homme préhistorique, pour réaliser ses peintures, prenait des terres ocre, mélangeait avec de la graisse végétale, et puis allait faire un traitement thermique. Et selon la nature du traitement thermique, il obtenait des teintes qui allaient du jaune au rouge. Donc c'était déjà de la chimie. Et pour être plus modeste, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est simplement l'histoire des matériaux. L'âge de la pierre, l'âge du cuivre, du bronze, l'âge du fer. Et pourquoi l'âge des matériaux? C'est simplement l'habileté du chimiste qui a été capable d'extraire, à partir du minerai, d'extraire le cuivre, d'extraire le fer, et à partir de ce moment-là, toutes les technologies ont été développées. Et je dirais qu'actuellement, nous sommes sans doute à l'âge du silicium, où la réduction de la silice par carboréduction au-dessus de 1500 degrés, suivie de la purification du silicium par zone fondue, phase vapeur et choses comme ça, a abouti à ce que j'appellerais l'âge du silicium. Et derrière l'âge du silicium, qu'est-ce que l'on a? Tout le développement de l'électronique moderne, etc. Donc vous voyez que l'acte du chimiste peut être essentiel pour la vie de l'humanité. C'est la raison, je pense, pour laquelle, dès la première année, 1666, on a nommé 2 chimistes à l'Académie des sciences. Alors, je ne vois pas bien ici, c'est les 2 chimistes qu'a cité le président, là, Étienne Duclos, et puis, c'est un peu trop petit pour que j'arrive à voir. Mais en fait, si vous regardez de près, ils n'étaient pas vraiment des chimistes. L'un était en fait l'apothicaire et l'autre était un médecin. Pourquoi? Parce qu'au XVIIe siècle, au moment où on a créé l'Académie, la chimie en tant que science n'existait pas. Elle était importante dans la vie de l'humanité, mais la science chimique n'existait pas. Alors pourquoi n'existait-elle pas? Parce que d'abord, il fallait comprendre la matière. Et qu'est-ce qu'on savait de la matière à cette époque-là? Uniquement ce que les philosophes grecs nous avaient enseigné. Démocrite, 450 ans avant notre ère, avait dit « la matière est composée d'atomes ». C'était très juste. Mais d'autres philosophes, Empédocle, Aristote, Platon, bien plus célèbres, sont arrivés et ont dit « non, 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 pas du tout. La matière, c'est 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre ». Et cette théorie des 4 éléments est restée jusqu'à l'alchimie et jusqu'au XVIIe siècle. Et bien évidemment, avec ces 4 éléments, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et si on regarde au début la création de l'Académie, ce que l'homme connaissait comme éléments, il y en avait une douzaine, ceux qui sont en jaune foncé sur le tableau périodique, c'est-à-dire essentiellement les métaux que l'on connaît, le fer, le cuivre, le mercure, l'or, etc. Et puis c'est à peu près tout. Évidemment, avec ces 12 éléments, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc la première tâche du chimiste, ça a été de comprendre, c'est-à-dire de quoi est faite la matière, quels sont les éléments, quels sont les atomes constitutifs de la matière. J'ai cité le mot d'atome, il n'était pas encore reconnu à l'époque. Et donc les premiers chimistes ont fait de l'analyse. Alors on a Vauquelin qui a trouvé le chrome, le beryllium, on a Berzelius qui a trouvé le silicium, je pourrais en citer plein comme ça. On a évidemment Lavoisier qui a découvert l'oxygène. L'oxygène, c'était la théorie du phlogistique, c'était la combustion. C'était de dire quand on va brûler un corps, il va sortir quelque chose qui est du phlogistique, qui est de la flamme. Effectivement, si vous faites un feu de cheminée, vous allez voir les flammes sortir des bûches. Si le feu est sorti des bûches, c'est bien qu'il était dedans. La théorie des 4 éléments n'était pas complètement sotte, c'était basé sur l'observation. Bien, et bien sûr, donc Lavoisier, c'était le démarrage de la chimie moderne, et il a introduit tout le langage chimique qui est maintenant un langage universel. Et puis, tout ça, ça a été rassemblé, je dirais que dans ces 2 premiers siècles, 18, 19e siècle, on a découvert à peu près une 60aine d'éléments, au hasard, et c'est Mendeleïev qui a publié le tableau périodique, c'est-à-dire qu'il les a classés, ordonnés dans un tableau. Ça paraît évident maintenant. À l'époque, qu'est-ce qu'on connaissait?
des atomes qui avaient été mis en évidence? La masse, c'est tout. Et les propriétés. L'idée de passer à la ligne chaque fois qu'on retrouvait des propriétés analogues pour les alcalins, les alcalino-terreux, c'est une idée absolument géniale. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas tout ça. C'était juste de la pure réflexion. Et donc, on a établi le tableau périodique qui va classer les à peu près 60 éléments qu'on connaissait à l'époque. Il y en a un peu plus de 100 maintenant. Donc, il restait plein de cases vides. Et miraculeusement, ces cases vides vont correspondre à des éléments que l'on va découvrir plus tard. Alors, qu'est-ce qui est l'intérêt d'avoir les éléments? Je dirais que la chimie, c'est un peu comme la musique. Les 7 notes de la gamme, vous faites une symphonie avec les 7 notes de la gamme. En chimie, avec quelques atomes, j'en ai cité 5, carbone, azote, oxygène, hydrogène, phosphore, vous faites 4 molécules. Et ces 4 molécules, miraculeusement, c'est les 4 bases de l'ADN, c'est-à-dire qu'elles vont s'assembler pour former le code génétique. Donc vous voyez que c'est de l'auto-assemblage qui va se former. C'est le b.a.-ba de la chimie. Une fois que vous avez compris comment est faite la matière, vous pouvez créer des molécules nouvelles. Et effectivement, ça va être la deuxième étape, l'étape de la synthèse. L'étape de la synthèse, vous connaissez bien évidemment la synthèse de l'urée avec Wöhler, la synthèse de l'acétylène avec Berthelot, qui est superbe parce que l'acétylène, ça a été fait avec des décharges entre 2 électrodes de carbone dans de l'hydrogène. Carbone, hydrogène, les 2 éléments. Alors c'était d'autant plus important qu'à l'époque, on croyait à la force vitale qui disait les molécules organiques, celles qui nous constituent, ne peuvent être faites que par des organismes vivants, pas dans un bécher, pas dans un laboratoire, pas par un chimiste. Et il a réussi à le faire. Et donc, tout un tas de nouvelles molécules sont apparues de développement. Je cite ici Perkin avec la movéine. En fait, c'est une maniploupée. Il voulait faire de la quinine, la synthèse de la quinine pour, bien sûr, pour des visées thérapeutiques. Et la synthèse n'a pas marché. Il a obtenu un corps noir qui se dissolvait dans l'eau pour donner quelque chose de mauve, un colorant mauve. L'idée géniale, c'est de dire, mais c'est un colorant, c'est une teinture synthétique. Et il a monté sa firme dans les mois qui ont suivi. Et beaucoup de gens ont suivi. Je cite par exemple ici von Baeyer, qui a fait la synthèse de l'adigo, qui a eu le prix Nobel. Et derrière ça, ça a été tout le départ de la chimie industrielle, de la chimie organique et industrielle. Minérale aussi, il y avait le procédé Solvay, des choses comme ça à l'époque. Et donc ça a été vraiment le développement de la chimie avec BASF, la date qui est marquée là-bas. Bien, on arrive au XXe siècle. Au XXe siècle, c'est pas simplement, ça va être bien sûr la continuation de ce qui a été fait, mais avec des progrès réalisés, je dirais, dans d'autres disciplines que la chimie, en particulier les domaines de la théorie quantique. On vient d'en parler, c'est-à-dire la découverte du caractère quantique de l'électron. C'est-à-dire l'électron, ce n'est pas simplement une particule négative, c'est aussi une onde avec le double caractère. Et donc, ça veut dire que maintenant, le chimiste va pouvoir comprendre réellement ce qu'est un électron. Or, l'électron, c'est le b.a.-ba de la liaison chimique. C'est lui qui est responsable de la liaison entre atomes pour former des molécules entre elles, etc. Donc c'est vraiment le cœur de la liaison chimique, donc des propriétés de la matière. Et c'est grâce aux théories quantiques qu'on va avoir, alors je vais citer par exemple Linus Pauling, avec dans la liaison chimique. On va avoir une vue très précise de ce qu'est la liaison chimique, avec en plus les développements de l'informatique, de l'ordinateur, etc., les possibilités de modélisation, non pas simplement du comportement d'un électron ou d'un atome, mais d'une grande foule d'atomes. Et donc, on va pouvoir jouer sur la chimie théorique qui va connaître un développement extrêmement important et qui va servir à la fois de guide et de prévision pour ceux qui vont faire de la synthèse. En même temps qu'il y a eu ce développement des théories quantiques, vous avez eu aussi un formidable développement, je dirais, technologique de toutes les spectroscopies. Alors, je pense par exemple à la diffraction des rayons X, à la résonance magnétique nucléaire, au microscope électronique, etc., etc. Je ne vais pas développer, mais qui ont permis maintenant d'avoir une vision, je dis bien une vision directe, de ce qu'est la matière, de comment elle est faite, et même à des échelles qui vont jusqu'à l'échelle de l'atome. Et donc, par exemple, vous avez bien connu, qui a été cité juste avant, la structure de la double hélice de l'ADN par diffraction des rayons X. Donc maintenant, on peut aller au cœur de la matière. Alors derrière ces affaires-là, il y a tout un tas de disciplines qui sont développées.
Alors je dirais par exemple se développer bien évidemment toute la radiochimie. Je cite simplement la découverte du polonium et du radium par Pierre et Marie Curie au début du siècle, et derrière tout ce qui a été développé sur la radiochimie, sur la chimie nucléaire, sur bien évidemment l'énergie nucléaire maintenant, bien évidemment aussi sur la bombe atomique et toutes ces découvertes. Donc il y a tout un tas de branches qui se sont développées sur cette affaire-là. Un autre domaine que je connais bien aussi, qui est la chimie du solide. La chimie minérale, au début du siècle, c'était essentiellement la chimie des solutions. Elle s'est tournée vers le solide, et en particulier le solide cristallin, et les relations entre la structure et les propriétés des solides, dans un domaine qui est très proche de la physique, un domaine proche de la physique qui va permettre de faire des développements importants, des nouveautés importantes dans le domaine des matériaux. Par exemple, les matériaux semi-conducteurs, la possibilité de faire des cristaux de grande pureté. Par exemple, plus récemment, il y a quelques décennies, la découverte des céramiques supraconductrices. Je ne vais pas développer, mais vous voyez qu'à chaque fois que le chimiste arrive à élaborer un nouveau, à imaginer, à créer un nouveau matériau, il y a des propriétés derrière qui vont pouvoir modifier un petit peu tout le développement. Avec tout ce bagage maintenant que l'on possède, la synthèse chimique a fait d'énormes progrès, et mon prédécesseur citait la chimie du vivant, et en particulier la synthèse de molécules biologiques. Alors je cite juste un exemple ici sur le tableau, qui est celui de la vitamine B12. Vitamine B12 qui est tout à fait essentielle à la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu énormément d'études sur la vitamine B12 qui ont entraîné 4 prix Nobel, ce qui n'est pas rien. Vitamine B12 qu'on a isolée par exemple à partir du foie de veau, qui est fabriquée, élaborée par des micro-organismes, en particulier par des bactéries. Donc bien sûr, le chimiste s'est dit, si les bactéries savent faire de la vitamine B12, moi, homme, humain, bien plus intelligent, je vais savoir le faire. Ils ont mis un certain nombre d'années avant de réussir, donc d'une part à isoler la vitamine B12, d'autre part à déterminer sa structure, et enfin à faire sa synthèse entre guillemets totale, pas tout à fait totale, parce que quelques années après, en 2007, il y a une publication qui a dit « mais vous aviez oublié un petit quelque chose dans cette vitamine B12 ». Mais maintenant, le chimiste sait synthétiser la vitamine B12 à partir de ses composants, de ses éléments. Ceci étant, l'industriel préfère demander aux bactéries. C'est plus économique, ça marche mieux que la synthèse chimique qui est encore très compliquée. Et on est passé de la chimie pour synthétiser une molécule, aussi complexe soit-elle, comme la vitamine B12, à des associations de molécules, c'est-à-dire des molécules qui peuvent se reconnaître, s'auto-assembler et désassembler. C'est toute la chimie supramoléculaire, des cryptates, etc. C'est-à-dire que maintenant, la chimie, ce n'est pas simplement synthétiser une molécule, mais c'est un assemblage de molécules. C'est un assemblage de molécules. Et donc, on arrive à un domaine qui s'est développé, qui a explosé au XXe siècle, qui est celui des polymères, donc d'assembler les molécules les unes derrière les autres, qui a été motivé essentiellement par les problèmes de caoutchouc et des choses de ça, de synthèse. Je vais passer un petit peu plus vite. Et je dirais simplement que, par exemple, les derniers progrès dans ce domaine-là, ça a été un prix Nobel il y a quelques années, c'était les propriétés électroniques des polymères, la possibilité de faire des polymères semi-conducteurs. C'est-à-dire de développer toute une physique des superconducteurs, toute une électronique des molécules et non plus du solide. Alors j'arrive maintenant sur le devenir. Je dirais que la chimie, elle va s'inscrire comme dans le développement durable. Alors développement durable, j'ai cité un exemple ici, c'est celui du CO2, du réchauffement climatique. Donc tout le monde se dit, le CO2, c'est la COP21, il faut arrêter d'en produire, il faut le stocker, etc. Le CO2, c'est une molécule absolument indispensable à la vie grâce à la photosynthèse. Et donc l'idée, c'est d'essayer, nous chimistes, d'imiter, de s'inspirer de la photosynthèse pour récupérer le CO2 et le transformer en des molécules qui soient utiles pour la vie. Du côté de l'énergie nucléaire, c'est bien gentil, mais ça sert simplement à chauffer. Et tout, alors qu'une réaction chimique produit directement de l'électricité. C'est un échange d'électrons. Donc il suffit de récupérer ces électrons et on a une source d'électricité, c'est la pile Volta, et c'est bien sûr tout le développement actuel des piles, des batteries et des choses comme ça. Et puis enfin, dernier domaine que je voulais citer, c'est celui des médicaments. Je prends ici l'exemple du Taxol qui était extrait des écorces de l'arbre if, mais qui était un excellent médicament contre le cancer.
mais si on utilise simplement l'arbre, ça va coûter très cher, il faut en abattre beaucoup. Donc le chimiste a synthétisé ce genre de produit. Bon, le temps arrive, j'arrête.